Hello Sissi. Salut. Mais quel honneur de te recevoir Sissi. C'est gentil, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Mais oui, moi aussi je suis trop contente. Bon, je vais évidemment te demander de te présenter Sissi. Qui es-tu s'il te plaît en quelques mots? Alors j'ai 34 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis créatrice de contenu et fondatrice de l'application Trends What It et désormais de la marque TSE Athletics également. J'ai commencé sur les réseaux il y a une quinzaine d'années déjà, donc j'étais encore étudiante à une époque où j'étais en école d'ingénieur en biologie, donc un parcours assez différent de ce que je fais aujourd'hui. Et 15 ans plus tard, beaucoup de choses ont évolué grâce aux réseaux, aux communautés qui se sont créées. Et ça m'a permis aujourd'hui de vivre de ma passion et de vivre du sport. Donc grâce à mon application et à notre marque de vêtements, puisque je suis associée avec mon chéri Tini. Et c'est très drôle parce qu'en off, avec Sissi, on s'est quand même rendu compte qu'on habitait à quelques minutes d'écart, voilà. Et on se retrouve à Paris pour faire l'interview, donc c'est très très marrant. C'est voilà. Mais bon, hein, il fallait bien que tu viennes au Wagon Bar, tu ne peux pas louper ce décor. Ah non, rose, ma couleur préférée en plus, ah bon, j'étais ravie. Ah mais exceptionnel, voilà, c'est parfait. Il fallait que tu viennes. Bon, Sissi, c'est trop cool. On est beaucoup à te connaître. T'as un parcours qui est incroyable. Je pense que beaucoup de personnes connaissent aussi ton parcours. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on ne connaît pas. Qui était, par exemple, la petite Sissi? Comment tu étais enfant? Est-ce que tu étais déjà déter comme tu es aujourd'hui? Est-ce que tu étais différente? Est-ce que tu as évolué à ce niveau-là? Qui était la petite Sissi? Alors, la petite Sissi, c'était, je pense, une petite fille assez active. Ça... Hyper active? Non, pas hyper active, mais assez active quand même. Ouais. Donc ça n'a pas trop changé. Ça me choque pas. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé faire des choses, qui voulait s'occuper. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos durant mes années étudiantes, puisque j'ai étudié loin de ma famille, donc j'étais un petit peu seule le week-end au début de mes études, avant de me faire un petit peu plus d'amis. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai toujours aimé m'occuper. Toujours assez manuel, donc voilà, faire des vidéos, essayer du montage, etc. C'est des choses qui m'ont plu à l'époque et je pense que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui du coup d'essayer de faire un petit peu toutes ces petites choses. En revanche, j'ai jamais été quelqu'un qui s'est trop posé de questions. Je savais pas forcément toujours très précisément ce que je voulais faire. Je me suis jamais dit je veux devenir entrepreneur. C'est des questions que je me suis pas forcément posées. J'ai d'ailleurs choisi une école d'ingénieur parce que c'est un parcours qui est assez généraliste. Ça n'a rien à voir, mais ça nous permet de prendre le temps aussi, après 18 ans finalement, de choisir un petit peu sa voie. On a encore 2 ans pour se décider, etc. Donc je me suis, je pense, toujours aussi un petit peu laissé porter finalement par les opportunités. Et bon, voilà, ça m'a amené là, quoi. Mais oui, c'est dingue. Ouais. Et pourquoi t'as fait une école d'ingénieur? Tu voulais faire quoi à la base? Alors, j'étais plutôt bonne dans les sciences, pour le coup. Et c'est vrai que du coup, ça a été le parcours finalement un petit peu logique, puisque c'est ce qui vous permet justement déjà gagner un peu de temps pour savoir ce qu'on veut faire. Et ensuite, ça ouvre quand même pas mal de portes. Donc, c'est assez pratique à ce niveau-là. Et moi, j'ai choisi la biologie au bout de 2 ans. C'était pas forcément la matière où j'étais la meilleure d'ailleurs. Et ça me plaisait. Donc, comme quoi, des fois, on fait pas toujours là où on est le meilleur. Et du coup, j'ai terminé en biologie et j'avais initialement pour projet de faire de la création cosmétique. Et de fil en aiguille, j'ai un petit peu bifurqué vers la création agroalimentaire. Parce que déjà, à l'époque, j'aimais beaucoup cuisiner et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et malheureusement, ou heureusement, j'aurais jamais travaillé dans ce domaine-là. Mais j'ai quand même fini mes études. Donc voilà, un parcours assez différent, mais qui, malgré tout, m'a quand même, je pense, un petit peu aidé aussi, finalement, dans mon... Dans ton parcours actuel. Dans mon parcours actuel, exactement. Et est-ce que tu avais des parents qui étaient un peu derrière toi en mode oui, si, il faut que tu fasses des études pour t'ouvrir toutes les portes? Est-ce que tu avais un peu ce truc? Parce que moi, je sais que j'ai été vachement drivée de ce côté-là. Ouais. Et parce que tu dis oui, j'ai fait ça pour m'ouvrir toutes les portes. Moi, c'était un peu pareil. J'ai fait un bac S. I don't know why, mais je sais que mes parents, ils étaient en mode oui, il faut faire un bac S, ça t'ouvre toutes les portes. Est-ce que c'était un petit peu ce type d'éducation-là que t'as reçu? Un peu. Voilà, c'est vrai un peu légèrement. Légèrement. Quand on a 16 ou 17 ans, qu'il faut choisir les parcours, on sait pas trop quoi faire. Moi, ma mère, elle s'est dit bon, je vais l'inscrire aller dans des écoles d'ingénieurs. A priori, ça lui laissera le temps de se décider toute seule. C'est un peu comme ça que j'ai terminé dedans. Ça me convenait. Oui, évidemment, les parents orientent un petit peu. Enfin, en tout cas, les miens
orienté mon parcours, ouais. Mais pareil. Et t'as des frères et sœurs, Sissi? Aucun. Je suis fini. Mais j'ai l'impression que c'est rare parce qu'à chaque fois, ça génère la même réaction. Tu sais que c'est une question que je pose jamais. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai eu envie de la poser. Et ben, j'en ai pas. Voilà. Tu n'en as pas. Je n'en ai pas. Ok. Et alors, ça s'est bien passé? Est-ce que t'as toujours voulu avoir des frères et sœurs? Mais jamais. Je me suis jamais posé la question. Ok. Ça m'allait très bien. J'en aurais eu, ça se serait sûrement très bien passé. J'en ai pas eu. Je me suis fait des copines et ça s'est bien passé aussi. Mais tu sais que ça me fait trop plaisir d'entendre ça parce que donc je suis maman d'un petit garçon qui sera fils unique. Ouais. Il va pas être traumatisé. Voilà. Non, mais justement, c'est très bien. Mais moi, je suis très. Enfin, il est pas vraiment fils unique parce que, bref, mon chéri a un autre enfant plus grand, bien plus grand. Mais il sera fils unique de nous deux. Et c'est vrai que c'est un truc où, tu vois, on m'a toujours dit non, mais quand même, c'est un cadeau pour lui de lui faire des frères et sœurs. Je suis ouais, mais j'en ai pas envie, en fait. Tu vois. Je suis pas certaine, non. Je pense que les enfants qui grandissent dans des familles nombreuses sont très heureux. Ceux qui grandissent seuls le sont aussi. Enfin, moi, ça a jamais, mais vraiment jamais été un problème. Et je pense que les enfants, ils se posent pas tant que ça la question, en réalité. Ouais, peut-être, t'as raison. Et est-ce que tu penses que le fait d'être justement enfant unique, parce que moi j'ai remarqué ça aussi chez des copines qui sont filles uniques, je trouve que parfois ça te permet quand même de te trouver plus rapidement que d'autres personnes et d'avoir des personnalités un petit peu plus affirmées. Est-ce que tu dirais que le fait que tu aies été fille unique et que tu sois toujours fille unique d'ailleurs, t'es permis de peut-être d'apprendre à te connaître plus vite, de savoir qui tu étais plus rapidement, d'être plus affirmée? Est-ce que ça a joué dans ta construction? Sincèrement, ça je sais pas trop. Après, une chose est sûre, c'est que j'ai été quand même assez rapidement autonome et j'ai jamais eu de problème avec la solitude, etc. Donc, dès lors que je suis partie faire mes études à l'autre bout de la France, à 17 ans, ça n'a pas été un problème pour moi. Ouais. Donc, j'ai été assez rapidement habituée à me débrouiller toute seule sur toutes ces choses-là. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a amenée à entreprendre certaines choses et pas forcément avoir peur de les faire toute seule. Là où on pourrait se dire, finalement, être fille unique, on est souvent un peu coucouné, on est un peu l'enfant chéri de la famille, etc. Ma mère m'a vraiment poussée aussi à partir après mon bac pour un peu prendre mon envol, etc. Et je pense que c'est plutôt ça, finalement, qui a un peu façonné mon parcours plus qu'autre chose, ouais. Et quand tu as commencé à faire tes vidéos sur YouTube, tes parents, qui étaient donc très orientés études, etc., ils ont aimé cette idée-là? Alors, quand j'ai commencé les vidéos, je pense qu'ils ne mesuraient pas trop. Bon, encore une fois, c'était 2008, hein, donc ça remonte. Tu te rends compte quand même, 2008. Je pense qu'ils ne savaient même pas vraiment ce que c'était. Oui, enfin, personne ne savait trop, d'ailleurs. Non, ils ne savaient pas trop ce que ça devenait. À ce moment-là, ils ne se sont pas trop posé de questions. C'est plutôt le jour où, effectivement, j'ai décidé finalement de m'y consacrer à temps plein, où là... ça n'a pas été un problème parce que mes parents m'ont toujours laissé assez autonome et finalement libre de mes choix. Mais j'ai senti que j'aurais pu faire un travail d'ingénieur, ça les aurait peut-être un peu plus rassurés. Tu m'étonnes. Et comment t'as annoncé le truc? T'avais préparé un plan justement pour que ça passe? Non, en fait, ça a été un peu une sorte d'heureux hasard qui a fait que j'étais en période de recherche de travail. Je venais de terminer mes études et ça faisait déjà 6 ans du coup que j'étais sur les réseaux sociaux. Et à partir de 6-7 années de réseau, j'ai commencé à gagner mes premiers centimes. On n'était même pas sur un SMIC à l'époque, c'était vraiment des petites sommes. Et je cherchais du travail à ce moment-là parce que venant de terminer mes études, il fallait que je me lance dans la vie active. Et finalement, ces petites sommes, en quelques mois, ont réussi à se transformer en SMIC, un peu plus qu'un SMIC, etc. Et étant effectivement un petit peu en difficulté pour trouver du travail, c'est là où je me suis dit, écoute, est-ce que finalement je me laisserais pas la chance de me donner à fond, de me mettre à fond justement sur cette activité en stoppant ma recherche d'emploi. Ouais. Et c'est là où ma mère a un petit peu grassé dedans, m'a dit, bon, ça coûte rien quand même, 1 heure ou 2 par jour de continuer à chercher un peu. C'est clair, oui, ça devait la rassurer, tu m'étonnes. Ça faisait 6 ans qu'ils payaient les apparts étudiants et l'école et tout. Donc... mais bon, je plaisante, mais en réalité, non, ils m'ont jamais, c'est vrai, jamais trop mis la pression. Et après, je pense qu'ils ont été finalement rassurés du choix que j'ai pris, mais oui. Et toi, t'avais peur de te lancer là-dedans? Parce que c'est un peu le truc, tu dois trouver un job, c'était... Attention, si tu trouves pas un job, tu vas mourir, tu vois, genre, ta vie est terminée, un peu la pression, hein, exactement. C'est vrai que c'était un peu la pression. Et après, je pense que je suis quelqu'un qui se pose pas trop de questions et peut-être je me mesurais pas trop non plus, tu vois, parce que je me suis dit, je commence à gagner un peu ma vie à 1000 balles, à 1200, 1500, ça me suffit. C'est trop bien. C'était pas incroyable, mais ça me suffit pour commencer et je me suis pas trop stressée. Après aussi, parce que je sais que je peux compter sur mes parents, je suis lucide là-dessus et si du jour au lendemain je me retrouve à la rue, je sais que j'aurais toujours pu rentrer chez mes parents et puis voilà, bon. Mais du coup, non, je me suis lancée dedans sans trop me poser de questions, ouais. Tu penses d'ailleurs que c'est une clé aujourd'hui, tu sais, pour toutes... moi, que tu comprennes un peu mes auditrices, il y a beaucoup quand même de femmes, c'est 95%
15% de femmes. Et parmi elles, tu vois, tu en as beaucoup qui aimeraient lancer elles aussi leur projet, comme toi, tu as pu le faire. Mais c'est vrai qu'elles ont très, très peur de sortir du schéma classique, de sortir du salariat. Donc toi, tu n'as jamais été salarié, du coup. Exactement. C'est marrant. Ouais. Mais est-ce que tu penses, du coup, que c'est vraiment une des clés, justement, comme tu le dis, d'être finalement un petit peu insouciante ? Oui et non. C'est-à-dire que quand on a 25 ans, qu'on sort d'études, c'est le moment où on peut se permettre en fait de tout tester. La plupart du temps, on a papa-maman encore derrière qui sont là pour faire un petit peu le filet de sécurité. Quand on a 30, 35 ans, potentiellement des enfants, etc., c'est pas la même chose. Il faut être lucide là-dessus. Par contre, je pense que ne pas avoir peur de se lancer, peut-être pour commencer à côté de son activité principale, tâter un peu le terrain. Encore une fois, moi, j'ai mis 7 ans avant de gagner, 6 ou 7 ans, avant de gagner mes premiers centimes. Ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Donc, je conseillerais pas forcément aux gens de tout plaquer pour se lancer dans une nouvelle activité. Il faut être aussi un petit peu, peut-être, un peu progressif dans ses choix et finalement, commencer à tâter le terrain. Déjà, travailler peut-être le week-end ou le soir quand on a un petit peu de temps pour voir si ça nous plaît. Parce qu'au final, on se fait beaucoup d'idées aussi sur l'entrepreneuriat et puis des fois, ça correspond pas à tout le monde. Donc avant de tout quitter, y aller un petit peu mollo pour tâter le terrain, je pense que c'est quand même une bonne chose. C'est un super conseil. Et je trouve que c'est très juste ce que tu dis, cette idée de... On se fait un peu il y a une vision rêvée, un mythe, un fantasme. Des fois, tu vois, on se dit, je vais créer des événements, des trucs. En fait, tu crées l'événement, tu te dis, attends, c'est pas rentable, en fait. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que tu réalises sur le terrain et qui sont très vraies. C'est ce truc du fantasme. Mais... il faut quand même à un moment donné aller sur le terrain, que comme tu dis, que ce soit le soir, le week-end, que tu bosses en parallèle, c'est ce qu'on prône de toute façon. Évidemment, il faut mettre le nez dedans pour voir ce que tu es capable de faire. Moi, c'est ce que j'ai fait, sans le vouloir, entre guillemets. Quand j'ai commencé, en tout cas pour les réseaux, en étant étudiante, j'ai fait ça à côté de mes études, qui pourtant, en plus, étaient assez prenantes. C'est clair. Je travaillais beaucoup. J'étais pas forcément celle qui révisait la veille et qui avait 18, donc ça me prenait quand même pas mal de temps. Et voilà, j'ai fait ça tous mes week-ends et tous mes soirs pendant des années. Et oui, donc finalement, d'une façon ou d'une autre, je me suis pas lancée du jour au lendemain en quittant tout et en me disant, allez, je me lance comme ça, on verra bien, quoi. T'as toujours été une bosseuse ? Oui, plutôt. Ouais. Peut-être aussi parce que mes parents m'ont habituée des petites à faire mes devoirs, tout ça. Mais oui, j'ai toujours été plutôt travailleuse à l'école. J'ai fait partie, je pense, des élèves étudiants qui avaient de bons résultats, mais comme je disais, pas forcément tout seul. J'avais des copains qui avaient mention très bien au bac, et puis en fait, ils bossaient un quart de ce que je faisais. Ça, c'est rageant. Eux, ils te font rager. Ah ouais. Non, moi, j'ai quand même travaillé. Et puis voilà, le fait d'avoir après cette activité à côté, ça m'a toujours habituée effectivement à me donner pour avoir quelque chose. Ouais. Et si on reprend un petit peu les étapes de ton parcours, donc le moment où tu commences à monter tes vidéos, enfin à poster tes vidéos sur YouTube, etc., à gagner tes premiers centimes, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles ont été ensuite les étapes de ce parcours-là ? Et est-ce que tu dirais qu'à un moment donné, il y a 2 questions en une, j'adore faire ça. Est-ce que tu dirais à un moment donné qu'il y a eu une sorte de coup de grâce où ça a été vraiment du travail, et après un petit peu le résultat d'un effet cumulé finalement Effectivement, il y a eu une longue première partie où là, c'était vraiment le tout début des réseaux. Donc, j'avais 1000 abonnés, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000. Mais ça a pris des années, en fait. Peut-être que les 100 000 abonnés sur YouTube, je me rappelle plus. Faudrait ressortir les statistiques, mais j'ai peut-être mis 5 ans à les avoir, quoi. Donc, ça a été long et c'était vraiment les tout débuts. Il y a eu un petit virage vers, je dirais, 2015, là où justement, j'ai commencé un petit peu à gagner ma vie parce que le milieu s'est professionnalisé. Donc, ça a permis finalement aux créateurs comme moi de la première époque, on va dire, qui était là pour le plaisir de finalement pouvoir en vivre et s'y consacrer pleinement. Donc ça a été vraiment un premier virage, je pense, qui nous a tous permis de pouvoir nous consacrer beaucoup plus à cette activité. Cette période, elle a duré quelques années. Moi, ça me permettait aussi de financer mes Bikini XCC, notamment, mes programmes gratuits sur YouTube, mais où je faisais appel à des vidéastes professionnels. Donc ça avait un coût de production sur lequel je m'y retrouvais pas du tout, puisque YouTube à l'époque, ça rapportait quelques centimes, quoi, concrètement. Et ensuite, évidemment, au bout de encore à peu près 5 ans, le confinement est arrivé. Donc j'avais déjà une communauté qui était quand même conséquente, puisqu'on était sur peut-être 1,5 million sur YouTube. On était sur 800 000 followers sur Instagram. Donc c'est déjà une belle communauté. Carrément. Mais là, elle a doublé, quoi. Donc ça a été vraiment un peu une sorte de deuxième souffle qui a en fait tout simplement, je pense, permis aux Français de se rendre compte que l'entraînement à la maison, etc., existait et que c'était très chouette. Là où, à l'époque, c'était peut-être un petit peu plus niche, on va dire. Complètement. Et surtout, à l'époque, c'était... Enfin, oui, on faisait pas de sport chez nous. On n'avait pas le réflexe forcément de le faire.
Ouais. Complètement. Ouais. Et du coup, tu as commencé par quoi? Comment? Parce que tu parles donc que au début, c'est les marques qui t'ont rémunéré. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as créé en premier? Parce que tu as créé plusieurs entreprises. Ouais. Tu as commencé par quoi? Comment ça a évolué? Qu'on comprenne un petit peu vraiment la progression de tout ça. Alors longtemps, j'ai rien commercialisé. C'est-à-dire que je pense que dans mon domaine d'activité du fitness, j'ai peut-être été celle qui a mis le plus de temps à commercialiser quelque chose. À une époque où on avait beaucoup de programmes PDF, de choses comme ça qui étaient déjà mis en ligne par d'autres créateurs. C'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps. Je partageais toujours mes bikinis gratuitement tous les ans, etc. Et je pense que inconsciemment ou consciemment peut-être, en fait, j'ai attendu le bon moment aussi. J'avais déjà du coup des programmes qui avaient un certain niveau de qualité et je voulais pas tout simplement un peu faire la même chose en payant. J'ai vraiment un petit peu attendu de pouvoir proposer quelque chose de mieux encore. Et c'est vrai que j'ai mis une dizaine d'années avant de lancer ma première entreprise. Donc avec mon chéri Tini, puisqu'on s'est associés directement pour lancer Train Sweat It. Et là, l'idée, c'était vraiment de pousser l'entraînement à la maison ou ailleurs, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément limité à son salon, pouvoir proposer des programmes beaucoup plus élaborés, avec des structures plus poussées, etc. Et c'est ce qu'on a fait en 2019. L'application est sortie, on s'est mis sur le projet en 2018. Ouais. Et ton chéri, du coup, vous êtes ensemble depuis combien de temps? On se connaît depuis 9 ans. Donc, ça fait bientôt 9 ans, ça fait 8 ans. Ok. Ouais. Et donc, dès le départ, ça faisait sens pour vous de bosser ensemble. Lui était déjà dans le sport aussi Oui, alors en fait, lui était passionné de sport. On s'est un petit peu rencontrés dans ce rayon-là, quoi. Ouais, ok. Ça nous a rapprochés, disons. Évidemment. Voilà, passion commune, mais lui était salarié à l'époque, dans un domaine qui n'a rien à voir. Ok. Commercial dans l'informatique, donc aucun rapport. Voilà. Et en fait... rapidement, j'ai eu envie de lui proposer justement de faire ce projet ensemble parce que je sentais qu'il allait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Étant très passionné et assez pointu sur le rayon plus que moi, je me suis dit ça peut être chouette de faire quelque chose ensemble là-dessus. Il aura des choses à nous donner, mais ça s'est pas fait de suite. On s'est rencontrés en 2016 et on a commencé à y penser en 2018 et le projet est sorti en 2019, donc ça a mis 2-3 ans à voir le jour. Mais on a pris le temps. On ne sait pas, comme je disais, en fait, je n'ai pas voulu me précipiter non plus. Et par contre, on a sorti un truc qui était à l'époque plutôt innovant, parce que les applications de sport en 2019, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Ça existait quasiment pas. Et les vidéos, en tout cas, en temps réel, comme on le propose et comme je le proposais sur ma chaîne YouTube, c'était hyper rare. Donc je pense que c'est ce qui a expliqué le succès rapide aussi de l'application. Ça a été instantané, le succès de l'appli? Ça a marché, évidemment. Ça s'est intensifié de manière exponentielle, mais dès le début, ça a eu un succès. Ouais. Tu devais être trop contente. On était rassurés surtout. Non mais c'est ça. Parce que j'avais quand même mis pas mal de mes économies dedans. J'imagine bien. Et on savait même pas si ça allait être rentable, quoi, au début. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'avais une communauté qui était déjà forte et vraiment engagée autour de mes programmes en ligne, sur YouTube, etc. Donc ça fait sens. Ça fait hyper sens. On est toujours un peu stressé au début, on sait pas trop quoi s'attendre. Toujours. Ouais. Surtout, une appli, ça demande quand même du temps de réflexion. Et puis c'était nouveau, quoi. C'est nouveau. Est-ce que les gens vont payer un abonnement? Aujourd'hui, des applis, il y en a pour tout. Mais oui. En 2018, quand on s'est posé la question, c'est une idée de Tini d'ailleurs, d'avoir proposé un modèle d'abonnement avec une application en ligne, etc., un peu comme Netflix. Moi, je me suis dit, mais t'es sûr, il n'existe que des PDF mais c'est vrai. À l'époque, c'était ça. Tu l'as acheté une fois, des fois, ça coûtait 100 balles et puis tu l'avais à vie. Nous, c'était un modèle qui était complètement différent. On savait pas si les gens allaient adhérer, quoi. Incroyable. Ouais. Mais du coup, t'étais la première appli de sport en France, l'une des premières. En vidéo temps réel, je pense que oui. Il en existait d'autres, mais avec ce qui est un peu GIF ou exercice type un peu plus muscu, etc. Okay. En vidéo live, je pense, à ma connaissance. Après, j'ai pas fait une étude hyper approfondie, mais canon, franchement, bravo. Trop bien. Et après, ça s'est passé comment? Comment tu as développé ton écosystème et comment tu l'as pensé? Et est-ce que du coup, vous avez continué de penser l'écosystème à deux? Oui, on est toujours tous les deux impliqués dans le projet. Les choses se sont faites assez naturellement. On a eu entre guillemets 1 an d'existence avant que le Covid nous frappe, et où là il y a eu un intérêt vraiment énorme pour l'entraînement en ligne à la maison.
toutes les salles de sport étant fermées, et puis comme je disais, les gens découvrant la possibilité de s'entraîner aussi de chez soi, etc. Complètement. Et là, on avait une application, déjà à l'époque, un site en ligne, mais qui n'était pas en fait opérationnel pour accueillir autant de monde d'un coup. Donc là, on s'est un petit peu retrouvés, pour le coup, très stressés, parce qu'on commençait à connaître en fait plein de bugs techniques, de choses comme ça, et on s'est dit bon, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et concrètement, on a fait un peu le choix de jeter l'application et le site qu'on avait pour recommencer de zéro et repartir sur quelque chose qui soit plus robuste du coup. Donc on a tout recommencé. Wow. Ça a été une année très difficile en termes de travail. On a vraiment beaucoup bossé, et c'est ce qui nous a en fait un petit peu forcé entre guillemets aussi à level up l'offre qu'on proposait. Ouais. Ok. Et après, il y a eu les vêtements. C'est venu plus tard, ça, effectivement. Okay. La marque de vêtements, elle a 2 ans et quelques aujourd'hui, donc c'est un petit peu plus récent. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Enfin, que c'était il y a beaucoup plus d'années. Non, ça a 2 ans. On a commercialisé, en fait, sous le nom de l'application, un petit peu de merch. Il y a 5 ans, dès le confinement, des suites au nom de l'app, etc. Mais vraiment, la marque de vêtements, leggings, etc., telle qu'on connaît aujourd'hui, elle a 2 ans et quelques, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur toutes les boîtes et marques que tu as? Ouais. Aujourd'hui, du coup, on a Train Sweat It, qui est donc l'application. On possède également TSE Athletics, donc la gamme d'activewear, que je porte aujourd'hui. Ouais, mais tu es magnifique. C'est gentil. On a TSE Nutrition, qui est notre marque de compléments alimentaires. Et on vient de racheter assez récemment Olibi, qui est une entreprise qui propose des cours de yoga, donc à la fois physique et en ligne, donc pour venir un petit peu compléter notre offre, puisque notre objectif, c'est vraiment de démocratiser le sport. Et c'est vrai que sur Train Sweat It, on a une approche dynamique du sport. Et là, du coup, c'est une offre qui est assez complémentaire, puisqu'on est sur une pratique qui est beaucoup plus douce, yoga, pilates. Donc voilà, un petit peu plus tranquille. Très bien, parce que très en vogue en ce moment, j'ai envie de dire. Très en vogue, exactement. Très en vogue. Je suis très fan de yoga, moi, j'adore. Ouais. Tu vas pouvoir découvrir bientôt. Mais avec plaisir. Franchement, c'est chouette, tu vois, parce que je trouve que ton écosystème, il est hyper cohérent, tout est bien pensé, tout s'embrique, ça s'auto-alimente, c'est un cercle vertueux, enfin, c'est hyper bien pensé. Et est-ce que tu as aussi d'autres choses en parallèle de tout ça? Est-ce que, je sais pas moi, tu as investi dans l'IMO? Est-ce que est-ce que tu fais d'autres choses d'un point de vue business, perso? Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres choses qui tournent, qui gravitent autour de toi? Un petit peu, mais en toute honnêteté, je me fais un peu aider par mes parents, parce que moi, mon attention, elle est à 100% sur le business, pour dire la vérité. Je suis vraiment hyper focus là-dessus. Je respire TSE, je mange TSE, je me couche TSE. Donc c'est vrai qu'en toute honnêteté, j'ai un peu de difficulté à me consacrer à d'autres choses dans ma vie personnelle. Je dis la vérité, ça m'intéresse un petit peu moi aussi. Oui. Et puis c'est dur d'être partout, donc oui. Donc je fais confiance à ma maman pour m'aider un petit peu là-dessus. Ouais. Trop bien. Tes parents du coup bossent avec toi ou c'est juste sur ces aspects-là? Ouais, mon papa bosse pour Train Sweat It depuis quasiment depuis le début. Trop marrant. Et je suis assez proche de ma maman, donc ouais. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa alors? Alors, il fait la banque, entre guillemets. Ah, mais comme ma mère. Voilà. Ma mère aussi a fait la banque. Mes 2 parents étaient employés de banque dans leur vie active. Ouais. Du coup, ça s'est fait naturellement, parce qu'au début, on était que 2 avant d'être 3, 4, puis beaucoup plus. Donc, c'est lui qui a commencé à s'occuper de cette partie-là. Et puis, en fait, ça allait rester, quoi. Mais trop drôle. Ma maman gère aussi toute la partie comptable. Et souvent, c'est les mamans qui font ça. Ouais, grave. Elle est trop forte, je suis là très bien. Oui. Et est-ce que, du coup, t'as mis ton papa... Enfin, ton père était salarié à cette époque-là et il a bossé avec toi, il a arrêté son job ou il faisait les deux? Il était déjà à la retraite. Ah, il était déjà à la retraite, donc en fait, il a une deuxième carrière professionnelle. Bah ouais, mais comme ma mère, j'ai envie de dire. C'est ça. Bon, beaucoup plus tranquille, mais je pense qu'en plus, à mon avis, je pense que ça leur plaît finalement de continuer à travailler avec nous, parce que je vois mon père, du coup, on se voit hyper souvent, on continue de discuter de plein de choses du quotidien, et ça, même s'il n'y a pas forcément besoin de ça pour le faire, ça permet de maintenir un lien... on va dire au quotidien, quoi. Mais bien sûr, parce qu'on sait très bien que quand on est entrepreneur, c'est toute notre vie. Enfin, on va pas se mentir, c'est toute notre vie. Ouais, c'est, allez, j'allais dire 85-90% de notre vie. Donc, si t'as pas ce lien-là avec ton entourage, c'est vrai que ça met de la distance. T'es tellement pris déjà, juste d'un point de vue temps, que même si t'as envie, des fois, c'est difficile de se dégager suffisamment de temps pour passer du temps avec sa famille, etc. Donc là, ça crée des liens même quand on travaille, quoi. Mais complètement.
Est-ce que d'ailleurs, en parlant d'entourage et justement du fait que tu es très prise, comment ça s'est passé pour toi, l'évolution de ton entourage? Est-ce que tu as toujours les mêmes amis que quand tu étais jeune? Est-ce qu'il y a eu une évolution drastique? Oui, il y a une évolution. C'est vrai que le fait d'avoir bougé géographiquement, très jeune, après le lycée, puis après pendant mes études, je suis pas restée dans l'école d'ingénieur, comme la plupart des étudiants. Voilà, il y a les parcours à l'étranger, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus forcément les mêmes amis qu'il y a 15 ans, 20 ans, ça a changé. Et puis je pense aussi que le parcours d'entrepreneur met malgré tout un peu de distance aussi. Ça demande énormément de temps, d'énergie, et les amis ne le comprennent pas toujours. Et ont parfois un peu l'impression qu'on les délaisse, ce qui est peut-être pas complètement faux, mais en tout cas on fait des choix. Oui. Et c'est vrai que c'est difficile de conserver des amitiés comme ça quand on a un job qui est aussi prenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est entouré de gens finalement qui ont des modes de vie un peu similaires, avec qui parfois on passe 2 mois sans se voir, et puis des fois on se voit 3 fois dans la semaine, et c'est ok, on s'en veut pas. Ils comprennent aussi. Et ils comprennent exactement, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que c'est important aussi d'être entouré de gens qui partagent un petit peu le même mode de vie, on se comprend, et ça fait du bien, quoi. Ça fait trop du bien. C'est hyper important. Donc aujourd'hui, tu es entouré majoritairement d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu, ou de personnes qui sont en freelance, ou qui ont leur job des fois tout seul, mais qui ont ce mode de vie parfois un petit peu plus original, on va dire. Ok. Ouais. Et est-ce que tu es proche, on va dire, justement des personnes qui évoluent dans le monde de l'influence, créateurs de contenu, ou c'est un univers où toi c'est pas trop ton truc, t'es plus entrepreneuse dans ton coin et tu développes ton écosystème, ta boîte, comment tu fonctionnes? Sincèrement pas trop, déjà parce que géographiquement, alors, t'es dans le sud. On est dans le sud, alors pas depuis toujours, ça fait quelques années qu'on a déménagé, mais c'est vrai que de suite ça met de la distance, on n'est pas présent dans tout ce qui peut être événements ou autre, donc ça aide pas forcément à créer, à entretenir des relations. Ceci étant, j'ai quand même habité quelques années sur Paris, et c'est vrai que évoluant dans le milieu du fitness, c'est pas forcément à nous qu'on pense tout le temps quand un événement s'organise ou autre. Donc j'ai assez peu baigné, même pas forcément par choix, finalement, dans cet écosystème-là. Donc j'ai créé assez peu de relations. Aujourd'hui, j'essaye d'en créer un peu plus, parce que justement, comme je disais, c'est chouette aussi d'avoir des relations avec des personnes qui sont du même milieu, qui comprennent un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Finalement, j'aurais peut-être pu en avoir un petit peu plus tôt, et davantage en tout cas. Mais bon, du coup, pour répondre à la question, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non. Mais je trouve ça chouette, et je te pose la question parce que c'est vrai que ça se remarque que t'es très dans ta bulle. Ouais. Tu vois? Tout le monde me dit ça. Mais oui, mais parce que je pense que ça fait partie de toi, en fait, de ce besoin d'être dans ton monde, dans ta bulle. Et je trouve ça super parce que je trouve que ça protège aussi, en quelque sorte, tu vois, ta vie privée, ton couple, ta boîte. Enfin, t'es ancré, quoi. T'es ancré dans ta vie. C'est vrai, et je suis quelqu'un d'assez solitaire de base, donc j'aime bien aussi avoir mes moments, etc. Et puis je pense aussi que c'est le travail, malgré tout, depuis 6 ans, ça nous prend toute notre vie, et du coup, quand on a un peu de temps, généralement, moi je le consacre à ma famille, et finalement, pas assez de temps peut-être pour le relationnel. On essaie de s'en trouver un petit peu plus aujourd'hui, justement, donc on essaie de commencer à changer un peu les choses. Ouais. Et t'as déjà pensé à tout arrêter? Tu sais, le moment où tu te dis ok, j'adore ce que je fais, par contre, est-ce que je vis assez? Est-ce que je profite assez de la vie? Est-ce que t'as déjà eu des moments comme ça où tu te dis putain, et si j'arrêtais tout? Franchement, non. Pourtant, des moments difficiles, il y en a tout le temps, mais je me suis jamais dit là, allez, j'en ai marre. Je me casse. Je démissionne de ma propre boîte. C'est ça, je me casse, je démissionne, je fais ma démission et je m'en vais. Non, c'est vrai que quand on est un peu dans cette aventure, dans ce bateau qu'avance, moi, c'est pas une question qui s'est vraiment posée, quoi. Je me suis dit, bon, allez, on serre les dents, ça va passer, machin. Mais je me suis jamais dit, je quitte tout. Et pour autant, je pense que si un jour c'était le cas, je serais pas en PLS non plus, quoi. Mais pour l'instant, je me pose pas trop la question. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, ça s'arrête jamais. Puis t'es toujours prise dans le feu de l'action, les lancements, les trucs, c'est les ça, machins. En fait. T'as pas trop le temps de te poser la question. Ouais. Et c'est incroyable que t'arrives à faire ça en couple. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. Je suis fan des entrepreneurs en couple. J'adore. Je pense pas que ça existera dans mon couple un jour. Je pense pas qu'on soit entrepreneur dans la même boîte. Mais je suis fan. Est-ce que y a des clés, des choses à savoir sur justement comment est-ce qu'on fait fonctionner tout ça, tu vois, le couple et puis le côté partenaire Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Déjà, ça c'est sûr et certain. Ça a un gros lot d'avantages et ça a aussi un lot d'inconvénients, concrètement. Je pense que déjà, ça c'est le point de départ, faut être aligné sur ce qu'on veut. Il faut avoir la même vision. Si on l'est pas, je pense que c'est pas la peine.
En ce qui nous concerne, on a créé le projet vraiment ensemble. Ça a été une réflexion commune et on avait la même vision de ce qu'on voulait en faire. Donc finalement, on est toujours allé dans la même direction. Et je me faisais la remarque assez récemment dans une discussion. Je me disais, finalement, des sujets où on n'est pas d'accord, où on n'a pas le même point de vue, en fait, je sais même pas s'il y en a déjà eu réellement en 6 ans, quoi. Incroyable. Non, c'est très rare, en tout cas sur les sujets un peu profonds, hein, disons. Ça, je pense que c'est quand même un peu le point de départ pour éviter les gros fights. Ouais, c'est ça, les fights, quoi. Et ensuite, je pense que il faut savoir aussi gérer ça. Quand on est associé, finalement, on est dans une journée plus de temps associé que ce qu'on est en couple. Le couple, il existe 2 heures le soir, alors que les associés, ils existent peut-être 15 heures de la journée. Ouais. Donc, il faut aussi savoir gérer ça. Et c'est vrai que le plus dur, c'est finalement de réussir à se libérer du temps pour le couple, à pas se laisser bouffer par le professionnel qu'envahit les repas, les week-ends. Et ça, c'est un peu mon problème aussi, où on parle de ça au petit-déj, on en parle le soir, on en parle tout le temps. Normal, mais oui. Voilà. Et c'est aussi pour ça que depuis quelques temps, on essaye maintenant, parce qu'on peut un peu plus se le permettre, d'essayer de prendre un petit peu plus de temps aussi pour des fois juste déconnecter, mais physiquement, travailler ailleurs, etc., ou partir en vacances. Et ça permet aussi d'avoir une vie personnelle un peu plus conséquente, on va dire. Mais bien sûr, mais je pense qu'en vrai, c'est aussi pareil, tu vois, dans les couples qui sont salariés, qui travaillent beaucoup la semaine, qui se retrouvent le soir, je pense que ça fait partie des challenges de tous les couples, tu vois, de justement garder ce côté couple. Nous, on n'a pas cet inconvénient de se dire on se voit 2 heures par jour, hein. On fait tout ensemble, quoi. Le sport, le travail, le chien. C'est ouf. Ouais. Et vous étiez en Australie d'ailleurs, il y a pas longtemps. Oui. Vous êtes allé faire quoi là-bas ? Alors, on est parti à la base entre guillemets en vacances, mais on a quand même profité pour aller découvrir un petit peu la culture fitness. C'est quelque chose qu'on adore faire, justement pour éviter ce côté. On est un peu dans notre bulle dans le sud de la France et on oublie un peu ce qui se fait ailleurs. On aime beaucoup justement voyager, notamment aux États-Unis ou dans ce type de pays qui sont assez entre guillemets en avance par rapport à la France dans la culture fitness. Donc on a testé pas mal de studios sport, on a regardé un peu ce qui se faisait dans l'activewear, sachant que c'est hyper important pour rester vraiment dans le coup et moderne. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Et t'as déjà pensé d'ailleurs, parce que moi je sais, en habitant dans le sud, que je me pose la question 36 fois par an, putain, j'irais bien habiter ailleurs. Est-ce que t'as déjà eu ce désir justement de quitter la côte et de partir à l'étranger, quoi ? Alors ce qui est très rigolo, c'est que pendant 10 ans, j'aurais pu habiter n'importe où, puisque finalement mon travail me le permettait. Je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, où on se poserait un peu la question, entre guillemets, on peut plus vraiment. Parce que t'as ton équipe qui est basée... On a une équipe de pas loin de 50 personnes aujourd'hui, donc on travaille quand même au quotidien avec eux, on est relativement présent au bureau, donc ça serait pas impossible, mais pas l'idéal selon moi, donc la question se pose plus trop du coup. Ok. Et ça t'a jamais, pendant 10 ans, t'as jamais eu envie de bouger? Non, mais je sais pas. C'est fou. Ouais, c'est fou. Je sais pas, mais je me posais pas cette question, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça en fait, c'était pas la prio. Non, je me suis laissée porter par mon activité, ce que je faisais, et puis voilà quoi. Ok. Parce que moi, tu vois, je me la pose tout le temps, parce que justement, je trouve que ça manque de, tu vois, enfin. Je sais, je cite souvent l'exemple de Dubaï et je sais que ça fait très cliché, mais c'est pas que c'est cliché, c'est juste que oui, tu vas à Dubaï, t'es entouré de 25 000 entrepreneurs différents, des origines différentes, enfin t'as des gens qui viennent du monde entier, les discussions, tu vois, ça pulse quand on parle business, en 2-2, tu te dis on pourrait créer ça et organiser cet événement-là et machin. Et je trouve que dans le Sud, oui, moi je suis pas hyper, je me sens pas portée par l'énergie du Sud, tu vois. Oui, puis en plus on n'est pas dans une région où, disons, c'est pas un concentré non plus de personnes qui entreprennent comme nous en tout cas. Donc c'est vrai que oui, des fois ça manque un petit peu. C'est vrai que c'est hyper stimulant d'être entouré de personnes qui font la même chose que nous. Ouais. Ah ben complètement. Donc c'est vrai que moi c'est une question que je me pose régulièrement, tu vois. Mais je reste en France. Pour l'instant on est toujours là en tout cas. Voilà, c'est ça. Ça a quand même de gros avantages, on va pas se mentir, d'être dans le Sud, c'est quand même un... moi je suis assez chauvine, je dois reconnaître que je suis très contente d'être rentrée. C'est une région que j'aime beaucoup. Bah oui, c'est incroyable, c'est une super belle région. Est-ce que tu as eu un moment dans tout ce parcours extraordinaire, tu le dis, donc ça a été pendant le Covid, où tu as vraiment eu beaucoup plus de personnes qui sont abonnées à l'app, ça a été un truc de dingue. Mais est-ce qu'avant ça, tu as eu ce switch justement où tu vois, tu as eu beaucoup de, je sais pas, une sorte d'abondance financière que tu n'avais pas forcément prévue, où tu dis waouh, ma vie est en train de changer? J'ai commencé à gagner ma vie en 2015-2016. Alors forcément, c'était plus abondant vu qu'avant je gagnais rien. J'avais pas travaillé. Voilà. C'est le premier salaire, donc forcément. Oui. Après, c'est peut-être aussi le fait j'étais en province encore à cette époque-là. Je sais pas si c'est le fait d'être en province ou autre, mais j'ai jamais eu un train de vie délirant.
pendant très longtemps, finalement, même si j'étais devenue à l'aise financièrement. Aujourd'hui, on a une belle maison, oui, d'accord, mais on a un rythme de vie finalement qui reste assez classique, quoi. Et non, il n'y a pas eu un jour du jour au lendemain où je me suis dit, allez, je flambe, je vais en profiter. C'est pas trop dans mes habitudes. Oui, ouais. Pas dans tes valeurs, quoi. Non, pas trop. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, bien sûr. Bon, je m'en fiche, mais bien sûr. Mais ouais, pas trop. Et même, je sais pas, un sentiment de waouh, je suis dépassée par cette abondance. Tu vois, des fois, tu peux ressentir ce truc-là. Parce que ça peut être impressionnant aussi. Enfin, tu vois, quand t'es salarié, tu gagnes le même salaire tous les mois et tu risques pas d'avoir l'abondance financière qui va arriver d'un coup. Du jour au lendemain. C'est ton boss qui t'augmente de 3% et il t'a fait une fleur, tu vois. Donc, est-ce que t'as pas eu à un moment donné, ce sentiment de... Non, parce que ça a mis du temps, en fait. Okay. C'est un peu comme les abonnés. Non, mais c'est vrai. Ça s'est fait sur 10 ans, en fait. Ah ouais, d'accord. J'ai mis 10 ans à avoir 1 million de followers. J'ai mis 10 ans à bien gagner ma vie. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ou c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux étant bien installés, on peut connaître comme ça des ascensions beaucoup plus fulgurantes. Moi, ça a été tellement de temps, tellement de travail. J'ai peut-être dû faire 500 vidéos YouTube avant de pouvoir réussir à avoir un salaire. Donc, au final, oui, j'étais contente de pouvoir en vivre et de devenir de plus en plus à l'aise avec. Mais non, ça n'a pas été soudain, en fait. Donc, je me suis pas mis à tout flamber. Genre, wouh, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ok. Mais j'adore. Moi, c'est les parcours où j'adore parce que, comme tu le dis, aujourd'hui, tu as vachement de ce qu'on appelle un peu les parcours avec le coup de grâce où, waouh, première année, 3 millions de chiffre d'affaires. Ah oui, non. Voilà, c'est beau, des parcours où justement, t'as eu la discipline de continuer et c'est d'ailleurs intéressant de savoir comment t'as réussi à avoir cette discipline parce que on l'a bien compris, motivation, discipline, c'est deux choses différentes. Mais du coup, comment tu as su garder cette discipline pour aller toucher du doigt la vision, j'imagine que tu portais. En fait, c'est juste que ça me plaisait. Quand j'ai commencé, comme tous ceux de mon époque, on n'avait aucunement l'intention d'en vivre. Ce n'était pas un métier, enfin c'était rien du tout. Ouais. C'était juste comme les petits blogs à l'époque, une plateforme finalement où on échangeait avec sa communauté, qui au début était composée de 50 nanas, quoi. Concrètement, c'était ça. Moi, j'ai commencé sur les forums. J'avais un petit pseudo sur les forums et puis je parlais de beauté, de machin. Et c'est vraiment, ça a commencé comme ça. Donc c'était vraiment une passion. Et c'est vrai que quand je fais les choses, j'aime bien les faire, sinon je les fais pas. Donc voilà, j'avais un rythme de publication, etc., auquel je me suis tenue pendant des années, mais je me suis pas forcée à le faire dans un but d'en vivre. Puis un jour, effectivement, ça l'est devenu, mais en tout cas, pendant des années, je le faisais parce que ça me faisait kiffer. Et je me rappelle, j'étais encore en stage de fin d'études et je faisais mes montages le soir à minuit et je filmais le week-end pour pouvoir poster mes 2 vidéos YouTube par semaine parce que je m'étais engagée auprès de la communauté à le faire, quoi. J'adore. Et à cette époque-là, mais j'espérais être recrutée à la fin de mon stage, quoi. J'ai pas pour but de faire quoi que ce soit, quoi. Donc, bien sûr. C'était juste de la passion et c'est aussi ce que je dis souvent, c'est finalement sur les réseaux, si on veut se lancer aujourd'hui, faut pas chercher l'activité ou le contenu ou la personnalité qu'on pourrait avoir pour plaire et que ça marche. Il faut finalement se faire plaisir à soi déjà avant et quand on aime donner, généralement on reçoit aussi après, quoi. C'est vrai. C'est comme pour mes programmes Bikini X ici, finalement ça me faisait kiffer de partager des séances et ça a duré 10 ans, quoi. Mais tu sais que ton conseil est hyper important. Nous, c'est exactement ce qu'on est. Enfin, on accompagne des femmes justement à trouver le bon projet pour elles. Ouais. Et je déteste justement les personnes sur les réseaux sociaux qui vendent ce truc de oui, trouve ton idée de business parce que tout de suite, t'as un lien quand même avec l'aspect pécunier, gagner de l'argent. Et moi, je suis très patient first, money later. Et c'est un peu ce qu'on conseille à ces nanas-là qui cherchent vraiment le projet fait pour elles en plein alignement avec qui elles sont. Est-ce que c'est un truc avec lequel tu alignes aussi cette idée de passion d'abord et on verra là. Relativement, parce que, alors après, c'est pas vrai dans 100% des cas, mais je pense que quand même, très souvent, finalement, un projet fonctionne quand on est soi-même convaincu et qu'on se donne un peu corps et âme dedans. Et c'est ce que je dis souvent à propos de Train Soit It, l'application. Moi, je suis notre première cliente. Je fais toutes les séances. Je m'entraîne uniquement avec l'application. Je consomme notre produit, en fait, tous les jours. Et c'est ce qui nous permet, en partie, pas que, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un produit qui, je pense, répond à la demande parce que je fais partie de la demande. Et je pense qu'être passionné par son projet et être convaincu que c'est le meilleur, ça veut pas forcément dire que ça l'est, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'atteindre et c'est ce qu'on essaye de penser soi-même. Je pense que c'est un peu une condition sine qua non pour avoir un projet qui plaît aux autres. Si déjà soi-même on n'en est pas convaincu, c'est compliqué. Après, ça marche pas dans tous les cas, il y a toujours des exceptions, mais je pense que c'est un bon point de départ déjà. Mais complètement. Ouais. Et puis c'est un peu ce truc où, ce que tu dis, ça marche pas dans tous les cas. Oui, mais c'est aussi, t'en as qui continuent et t'en as qui arrêtent.
Tu vois, à la moindre épreuve, le moindre échec. Est-ce que tu as eu des moments comme ça, d'ailleurs, où il y a eu des gros cailloux dans ta chaussure et tu t'es dit, putain, comment je vais faire pour dépasser ça, quoi? Bah ouais, des difficultés, comme par exemple celle du confinement, où on s'est rendu compte qu'on avait des galères. On avait les personnes qui s'inscrivaient sur les stores et puis en fait, après le paiement, n'arrivaient pas à accéder à l'application parce qu'il y avait un bug au milieu. Des moments comme ça, on s'est dit, wow, comment on va gérer ça? Et puis c'est hyper chaud parce que là, pour le coup, quand t'es client, ça fait pas très bon genre, quoi. Oui, bien sûr. Et là, on s'est dit, bon, il faut qu'on reparte de zéro. Et puis, voilà, on s'est retroussé les manches et on a tout recommencé en quelques mois pour proposer un produit qui fonctionne bien, quoi. Donc ça, c'est des moments comme ça où, effectivement, on a un peu des coups durs et il faut pas se laisser abattre. Et je pense que plus on est justement passionné par son projet, moins peut-être on abandonne facilement, je sais pas. C'est sûr. Ouais. Mais moi, j'en suis convaincue. C'est ce qui fait que tu n'abandonnes pas et que tu persévères toujours. Et c'est aussi l'idée d'avoir une vision. Je pense que tu n'as peut-être pas toujours une vision très claire, mais tu savais où tu voulais aller à un moment donné. Et ça aide aussi. Je pense que c'est important. C'est une boussole, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, tu as une vision encore qui n'est pas atteinte. Il y a des choses encore que tu rêves de faire, voilà, ou ce vers quoi tu tends, mais que tu n'y es pas encore. Sur l'application, je suis assez fière quand même du produit qu'on propose. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime pas dire ça parce que ça fait très genre je me la raconte. Mais vas-y, raconte-la toi, si. Mais tu vois, souvent je regarde un peu ce qui se fait à l'étranger, justement pour me dire est-ce qu'il y a des trucs que nous on aurait loupé, auxquels on n'aurait pas pensé. Et tu vois, je suis quand même assez fière à chaque fois de me dire, alors après c'est parce que c'est la mienne, hein, mais de me dire bah non, tu vois, en fait notre app finalement je la trouve géniale. Trop bien. C'est assez rare que je me dise tiens, il y a un truc qu'on n'a pas fait ou quoi. Donc ça, je suis plutôt contente. Après, on a encore évidemment des choses à faire, à améliorer, et continuer déjà aussi à progresser et à proposer de nouvelles choses, hein, bien évidemment. Sur le rayon activewear, par exemple, là, on est en pleine construction de la marque. Elle a 2 ans, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. On en apprend tous les jours. Et là-dessus, on est assez exigeant, puisque pareil, je porte mes vêtements toute la journée et je veux qu'ils soient, entre guillemets, parfaits. Donc, il y a toujours des choses à améliorer, à changer, et c'est une constante évolution. Donc là, oui, il y a encore plein de choses à faire. J'ai presque envie de dire que c'est que le début. Donc, carrément. On a un bon chemin encore à parcourir, ouais. Et t'as jamais eu envie, je sais pas, de te positionner comme conférencière pour justement être une référence woman empowerment dans le monde? Je sais pas si tu parles anglais, mais ça, c'est pas des trucs qui t'attirent aussi Franchement, pour être honnête, jusqu'à présent, j'avais pas le temps. Ouais, t'as pas le time. J'avais pas le temps de me poser la question de si je voulais le faire ou pas, déjà. Ouais, donc c'est vrai que c'est bon, là jusqu'à présent, vraiment la question ne s'est même pas posée. Aujourd'hui, c'est pas que je me dis ça vraiment, non. En revanche, c'est vrai que je prends plaisir aussi finalement à sortir un peu la tête du seau, quoi, et de me dire voilà, je prends le temps de participer à un podcast comme aujourd'hui, raconter finalement un petit peu notre parcours, peut-être essayer d'inspirer les autres à entreprendre des choses. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me fait kiffer parce que un peu différent de mon quotidien et parfois de l'opérationnel dans lequel on est plongé tous les jours de la semaine, quoi. Donc c'est chouette aussi. Et tu es un peu... ça te parle, tout l'aspect justement woman empowerment, aider les femmes à créer leurs propres projets, faire en sorte de participer à ce qui est plus d'entrepreneuses en France? Est-ce que ça, c'est des sujets qui te... Alors, pas le temps forcément de vraiment poser des actions, mais est-ce que c'est des sujets qui te tiennent à cœur tout de même? Oui, c'est des choses effectivement où si encore une fois notre parcours peut aider les autres à se lancer, à mieux comprendre, à avoir des idées, tout ça, mais carrément en fait, c'est vrai qu'en France on n'est pas dans un pays où c'est très ancré dans la culture, on n'apprend pas à devenir entrepreneur, on n'apprend pas à entreprendre. Moi, j'ai la vérité, je suis tombée là-dedans, mais pas parce que je le voulais, parce que finalement, à force de faire telle ou telle chose, c'est un peu un chemin qui se trace tout seul. Je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais entreprendre et monter une boîte, en fait, pas du tout. Et il y a plein de gens qui peuvent avoir des idées, qui ont envie de faire des choses et finalement qui passent, je pense, jamais le cap. Donc, si ça peut les inspirer, les motiver finalement à se lancer, parce que c'est finalement un peu ça le plus dur, c'est de commencer déjà. C'est tellement ça le plus dur. Voilà, carrément, ouais. De réussir parce que souvent c'est des reconversions, pardon. Ouais. Réussir sa reconversion, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, trouver le bon projet pour soi. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où, toi, ça s'est fait naturellement, c'est cool, c'est génial parce que t'étais dans le plaisir et que t'as su écouter tes vrais désirs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de femmes qui pensent avec la tête, et tu vois, elles n'arrivent pas encore à s'écouter, à écouter ce que le corps vibre vraiment, etc. Mais est-ce que toi, tu t'es toujours sentie en plein alignement avec ton projet, avec ta boîte? Ouais. Franchement, relativement, ouais. Mais parce qu'encore une fois, je me positionne comme notre première cliente, donc le produit que je vends, il doit correspondre à ce que j'ai envie de proposer aux gens, en fait. Et je me suis pas jamais dit, tu vois, ça, voilà, on fait ça, mais en fait, ça correspond pas vraiment à mes valeurs ou autre. Non, là-dessus, j'ai, je pense, toujours été alignée avec ça. Je crois au produit, je crois,
dans le cadre d'une application, par exemple, à l'entraînement qu'on propose, je le consomme moi-même. Donc ça, je pense que c'est hyper important d'être aligné avec ce qu'on vend, entre guillemets, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Mais tu sais que c'est surtout le rêve de, je sais pas, la France entière, d'être aligné avec son projet pro. C'est vrai. C'est une chance que tout le monde n'a pas. Mais oui, c'est énorme, c'est fabuleux en fait. Moi je dis toujours, mais créer un business, c'est un projet de vie en fait. C'est pas juste créer un business, tu vois. Ouais. Ah non, c'est un projet de vie et je pense que ça, faut s'y préparer aussi. Ça, ça, entre guillemets, ça bouffe ta vie. Hein. Entre guillemets, ça bouffe bien, t'es content. Enfin, c'est pas péjoratif, ça bouffe ta vie en mode oh, c'est dur, c'est machin. Non, mais c'est les deux. Oui. C'est dur, mais comme tu t'y retrouves et que c'est potentiellement projet passion ou autre, t'es content que ça bouffe ta vie, mais ça bouffe ta vie quand même. Oui, tout à fait. Voilà, là je te rejoins, tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est trop ça. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Oui, mais je pense que ça concerne tous les entrepreneurs à tout niveau. Enfin, c'est une certitude. C'était quoi ta phase préférée de ton parcours? Est-ce que tu as eu une phase... Parce que je t'explique comment je fonctionne. Ouais. Moi, je suis toujours nostalgique. C'est dramatique. Je suis toujours nostalgique des phases. Oh, mais la phase où personne ne me connaissait, c'était trop cool quand même. Parce que, Est-ce que toi aussi, tu as eu une phase où, je sais pas, t'es nostalgique de cette période-là? Je pense que chaque moment et chaque période a un peu ses avantages, ses inconvénients, indéniablement. Mais je pense que je vais répondre, à mon avis, comme beaucoup d'entrepreneurs. Les débuts, c'était fabuleux. C'est marrant, hein. On travaillait comme des chiens. C'était que de la galère. On gagnait pas un péco, exactement. Mais c'est vrai que les débuts, je pense que c'est un moment où, quand on est dedans, en fait, on s'en rend pas compte. On connaît pas la suite, on sait pas ce que ça va devenir, donc c'est beaucoup de stress, etc. Mais avec le recul, on se dit ah là là, le début du projet, c'est le meilleur moment en fait. C'est génial. Tu te poses toutes les questions, t'es à fond, c'est trop bien. Et c'est fou de se dire que t'as eu ton début, tu postais tes petites vidéos, machin. Après, t'as gagné un petit peu des petits billets par-ci par-là. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes accompagnés par le CEO de Sissi, qui est à nos côtés. Et tu as une équipe de 50 personnes. Ça fait quoi d'avoir une équipe de 50 personnes? Et je suis désolée, mais ça, c'est quand même un truc de ouf. Et un CEO. Enfin, c'est quand même énorme comme étape. C'est une sacrée progression qui en plus s'est faite assez rapidement quand même, hein, puisqu'on a commencé à 2, on a été assez rapidement quand même 3, 4, et en fait en quasiment je pense 5 ans on est passé de 5 à 50 quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de monde effectivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très content d'avoir su faire appel aussi aux bonnes personnes et d'avoir un directeur général. Je pense que c'est indispensable, en tout cas quand on commence à avoir une belle petite équipe, plus aussi des bons managers en dessous qui permettent en fait de structurer l'entreprise et de pas rester trop longtemps face qu'on a connu quand même finalement en direct avec une équipe de 20-25 personnes, parce que c'est hyper difficile. C'est très dur. C'est hyper difficile. Ouais. Ah, mais complètement. Ouais, c'est hyper difficile. Ouais, non, mais c'est hyper difficile. Ça te bouffe toute ton énergie. Oui. C'est hyper compliqué, quoi. Oui, puis le plus dur, j'avais écouté ça. Je sais plus quel invité m'avait dit ça, mais en gros, elle disait, mais moi, j'ai pris une équipe pour déléguer et pour me décharger mentalement. Non, et en fait, il me puise mon énergie. Il me pompe mon sang, tu vois. Mais c'est tellement ça. En fait, le temps de travail reste le même, mais il n'est plus forcément dédié aux mêmes choses. Mais en réalité, plus l'équipe grandit, pas moins on travaille, ou même en termes de temps passé, pas moins on a de responsabilités ou de choses à penser. J'ai même, moi, tendance à croire que c'est l'inverse. Plus il y a de personnes, finalement, plus le travail est dilué, plus on a de choses dans la tête, et plus les sujets se multiplient, etc. Donc, non, en réalité, on travaille différemment, c'est très bien, mais c'est pas forcément toujours plus facile. Ah ben non, pas du tout. T'as une organisation, toi, est vraiment très carrée, t'organises comment ton quotidien? Alors moi, je suis vierge. Et je suis la Vierge en toute sa splendeur. Je voulais te demander, mais j'y connais rien en astro, mais j'adore. Non, moi non plus, mais je connais juste mon signe et je suis, je pense, la représentation typique de la Vierge. Ok. Non, en réalité, je suis quelqu'un de très carré, très organisé. Vraiment, la routine, c'est ma vie. Tous les jours se ressemblent. Non, alors, dans le travail, on a un travail qui est très varié pour le coup, pas forcément donc dans ce que je vais faire, mais j'ai besoin d'avoir une journée qui soit structurée pour réussir à mener à bien tout ce qu'il y a à faire, quoi. Donc oui, je suis quelqu'un d'assez carré. C'est quoi une journée type avec Alors, journée type, la journée vraiment classique.
prends pas, pour exemple, les tournages, les machins. Réveil tous les matins, 5h45. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas le choix, hein, c'est pas un kiff. Mais pourquoi t'as l'air pas fatiguée comme ça? Non, mais en vrai, alors, tu vas comprendre. Réveil, 5h45. Pourquoi? Déjà parce que je casse ma séance de sport le matin. Encore une fois, la séance de sport, avant, on la faisait le soir, on peut la faire n'importe quand dans la journée, mais en réalité, quand ta journée, elle commence, après, quand il y a une équipe en plus qui te sollicite, etc., en fait, ta séance de sport, tu la casses plus. Et le soir, les journées, elles se terminent parfois à 20h, 20h30. T'es fatigué. Oui. T'as zéro envie. Donc, on se lève tôt pour pouvoir justement caser notre séance de sport à 7h et la terminer suffisamment tôt avant que les équipes soient opérationnelles et pas être dérangées. Avoir ce moment vraiment à nous pour s'occuper de ça. Ensuite, du coup, on se lève plus tôt aussi parce qu'on a la balade du chien à caser. Donc ça, c'est une épine qu'on s'est plantée tout seul dans le pied. Oui, mais c'est bien, ça te fait sortir. Mais ceci dit, c'est pas mal, ça te fait sortir, ça te fait marcher. Et puis, comme du coup, on l'a fait ensemble, c'est aussi le moment où avec Tini, alors on parle business du coup, mais où on prend le temps, parce que finalement, on n'en a plus beaucoup après le reste de la journée, où on prend le temps de parler des sujets en cours, de ce qui s'est passé la veille, ou ce qui va se passer dans la journée, etc. Donc, assez important. Et après, vers 9h, concrètement, la journée commence. Donc, soit on est au bureau, soit en ce qui me concerne, je suis à peu près la moitié du temps aussi, je travaille de chez moi. J'ai un bureau dans ma maison, j'ai besoin d'avoir des moments aussi où je suis vraiment focalisée sur mon travail. Et la journée se déroule avec pour des tâches diverses et variées sur le fonctionnement de tout ça. Et fin de journée, j'essaye de nous forcer à nous coucher tôt. Et c'est là que le secret réside. C'est vrai qu'il faut pas se laisser happer en fait par la fin de la journée, le travail qui n'en finirait presque jamais. Puis après, tu te colles devant Netflix et tu regardes un film pendant 2 heures et tu te couches à minuit. Pas du tout. Moi, j'ai un réveil qui sonne à 8h45 du soir pour me forcer à aller au lit vers 9h. Oh waouh, j'adore. C'est pour ça que je te dis, c'est organisé. Mais tu t'arrêtes de bosser à quelle heure? J'aimerais idéalement à 19h. Après, généralement, ça dépasse un petit peu. Attends, mais t'as très peu de temps off en fait. La semaine, même je dis la vérité, j'ai pas de vie. La semaine, j'ai pas de vie, à part le matin où j'ai le sport. Le soir, après, on mange, on a 1h et quelques, quoi, tu vois, le temps de faire à bouffer. Tu restes 1h devant ton repas à la télé, puis c'est l'heure de se coucher, quoi. C'est pour ça que par contre, en fait, moi, je compartimente vachement les moments on et les moments off. La semaine, c'est focus travail et je sais que j'ai quasiment pas de moments à moi et je suis vraiment focus 100% sur le boulot. Par contre, quand il y a des week-ends ou des jours off, j'ai du mal à me dire, je fais un peu de tout. J'ai les réseaux, donc ça, j'ai presque envie de dire ça compte plus. Donc j'ai déjà mes réseaux le week-end à gérer, mais par contre, j'ai pas envie de travailler le week-end. J'ai besoin d'avoir des moments où je suis quand même vraiment déconnectée de l'entreprise. Pour me ressourcer, parce que sinon tu fais du 24h/24, 7 jours sur 7, quoi. Eh ben oui, complètement. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on faisait au début, mais que maintenant je peux plus faire. Non, oui. je peux plus. Il faut se préserver aussi. T'as déjà fait un burn ou semi-burn, genre proche du surmenage? Il y a eu des périodes compliquées où j'étais épuisée, fatiguée, quand t'es dans des périodes un peu difficiles, justement. Complètement. En fait, le travail, il est facile quand tout fonctionne facilement et tout marche. Là, tu peux travailler, j'ai même envie de dire, 20h/24, que c'est presque pas une contrainte. Quand tu es dans des périodes plus difficiles, où il y a des problèmes à gérer, etc., là, ça devient plus pesant. Donc oui, j'en ai connu. Ouais. Et il y a eu je t'ai pas demandé, mais est-ce que tu as déjà eu des échecs, des lancements qui ont complètement planté? Oui. Ah ouais? Je ne compte plus. Après, c'est trop bien, il faut en parler. Hyper grave. Je pense qu'on n'a jamais connu de gros problèmes. Mais voilà, par exemple, l'exemple que je citais tout à l'heure, où les clients arrivaient en masse et on avait l'application qui se connectait pas. C'est un bon problème, ça. C'était quand même un gros problème. Oui, mais c'est un bon problème. C'était un bon, mais un gros problème. C'est un gros problème, bien sûr. Mais tu sais, genre le lancement où tu te dis, ça va cartonner. Putain, t'as 2 personnes qui ont acheté ton truc. Non, mais ça arrive. Sur l'application, on a eu plus des problèmes techniques, je dirais. Après, là où on rencontre d'autres problèmes, c'est sur la gamme d'Activewear. Sur TSE Athletics, là, effectivement, c'est des problèmes complètement différents. Par exemple, des histoires de délai, des usines qui respectent pas ce qui aurait dû être fait, un lancement qui se passe pas bien avec le site internet qui plante. Ça nous est arrivé plein de fois. Je pense qu'il faut être, faut être honnête aussi avec la communauté. Et les gens sont aussi compréhensifs. Ils sont quand même assez patients et il faut se dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, moi, je sais que je peux m'en vouloir pour des trucs où, putain, c'était déjà arrivé, genre plusieurs fois.
et tu refais. C'est rageant, hein. Oh là là, C'est rageant. t'as pas appris la leçon, tu vois. Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu. Non, ça, c'est le quotidien. J'ai presque envie de dire les problèmes. Après, plus ou moins grave. Mais est-ce que finalement, on n'aime pas les problèmes? Tu vois, c'est aussi ça le truc. C'est peut-être ça le problème. Voilà. Les entrepreneurs adorent les problèmes, adorent résoudre les problèmes. Mais je pense que c'est la définition de notre journée. Hein. Oui. On passe notre temps, alors encore une fois, c'est pas forcément des trucs dramatiques, mais on passe notre temps quand même à un petit peu résoudre des problèmes aussi. Hein. Oui. C'est trop bien. Ouais. Mais oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et juste pour revenir sur cette histoire de ton réveil de 20h45, là, parce que tu sais que je vais le faire, évidemment que je vais tester. Mais non, mais ça, franchement, c'est life-changing. Non, mais problème de ma life. Mais alors, deuxième problématique, tu t'endors une fois dans ton lit? Tu t'endors. Ouais. Ton corps s'endort. Je suis épuisée, moi, le soir. Ouais, genre, tu n'as pas de problème à t'endormir. Ah non, j'ai pas de problème à m'endormir. Je suis épuisée. Le soir, je suis fatiguée. Je m'endors des fois même devant la télé. Et pourtant, il est 20h30. Ah donc, ouais. Puis le sport aussi, mine de rien. Le sport en début de journée, ça fatigue quand même. Plus la journée dans les pattes. Le sport, c'est un bon moyen de mieux dormir le soir. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas des jours où tu t'endors pas, t'es là, t'es dans ton lit à 21h et... Non, j'ai pas de jour où je m'endors pas le soir. Par contre, ça m'arrive d'avoir des périodes où je dors mal. Quand c'est des périodes un peu stressantes, où justement, il y a des problèmes. En réalité, c'est pas forcément les problèmes qui m'empêchent de dormir, c'est plus la charge mentale, l'accumulation de choses à penser. La nuit, ça cogite. Et oui, ça m'arrive régulièrement, ça, d'avoir des mauvaises nuits. Parce que je me réveille 4 fois et après, je dors plus. À cause de soucis ou de choses à penser, ouais. Ouais, ça, oui, ça arrive. Ça m'étonne pas. Hein. Voilà. Moi aussi, ça m'arrive. Mais tu sais quoi, ça va vraiment me donner cet élan de le faire. De se mettre un petit rythme comme ça. Ouais. Je fais n'importe quoi en ce moment avec mon rythme. Donc, surtout en plus, voilà, avec les enfants et tout, je pense que c'est bien aussi de se mettre un petit rythme, sinon tu te laisses déborder, quoi. Complètement. Ouais. Même, comme tu dis, ça sert à rien de traîner jusqu'à 23h. Non, parce que la plupart du temps, tu fais quoi en fait? Tu fais des trucs pas forcément intéressants. Donc, des fois, je bosse. Je sais pas si toi, ça t'arrive. Moi, j'adore bosser le soir. Donc, et ben, ça, c'est pareil. Je bossais beaucoup le soir avant. Et ben maintenant, c'est comme bosser le week-end. J'arrive plus. Après, quand je passe une heure, je suis trop fatiguée, ça connecte plus. Des fois, on est obligé parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas quelque chose que je fais parce que j'ai envie, quoi. Ok. Ouais. T'as un petit mot ici devant toi. Allez. Découvrons-le ensemble. Je le découvre. En fait, je dois avoir peur. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est pas moi qui l'écris. En fait, c'est chaque invité qui écrit un petit mot à la prochaine invitée. Sachant qu'elle ne savait pas que ce serait toi la prochaine invitée. Et oui, bien sûr. Est-ce que tu te sens dans ta zone de génie? Waouh! Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense qu'il y a peut-être un peu deux façons de l'interpréter. Est-ce que tu te sens dans ta zone de génie, peut-être dans ton domaine peut-être d'activité, ou dans ta période, dans ton domaine totalement? Alors, je sais pas si je suis un génie, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Dans ta zone. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais et en tout cas à essayer de faire en sorte qu'on propose le meilleur, le plus innovant. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire au quotidien dans notre travail. On veut démocratiser le sport, on veut le rendre accessible, on veut le rendre fun. Et en tout cas, on s'éclate à faire en sorte que ça soit le cas. Ma période de génie, ça, je pense qu'il y a un peu... plusieurs phases dans une entreprise. Par exemple, je pense y être dans les vêtements, puisqu'on est dans encore le début du parcours. Donc, on a plein de choses à mettre en place, à faire. Et comme je disais, le chemin est encore long derrière. Au niveau de l'application, on est dans un produit qui est déjà mature. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir toujours un peu de génie. Mais le plus gros du génie, à mon avis, a déjà eu lieu. A déjà été fait, A déjà été fait, exactement. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question. Tu rajoutes des petites paillettes, mais... Oui, on a déjà fait le plus gros du travail, donc... Mais clairement, enfin... C'est plutôt rassurant aussi, quelque part. Ben, complètement. Mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que t'es quand même pleinement ou quasi pleinement aligné avec ton projet. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux qu'être dans ta zone de génie. Je pense aussi. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais, totalement. Maintenant que tu as délégué en plus le côté CEO, tu peux vraiment être dans ta zone de création. C'est tout l'objectif. Mais bien sûr. Ouais, c'est tout l'objectif justement de pouvoir aussi se décharger de beaucoup d'opérationnels qui bouffent ton génie, si on peut dire ça comme ça, au quotidien, et de pouvoir justement se recentrer, à avoir plus d'espace dans ton esprit pour être focalisé sur les idées, sur les innovations, sur tout ça. Quand tu es, entre guillemets, pollué par des petites tâches qui s'accumulent au quotidien, ça t'éteint finalement un petit peu les idées que tu peux avoir aussi. Complètement. En tout cas, franchement, Sissi, chapeau. Très, très beau parcours. Moi, je suis trop contente de te recevoir parce que ça m'inspire énormément et ça va inspirer des milliers de femmes, des dizaines de milliers de femmes. C'est important aussi, tu vois, d'échanger de manière... C'est un peu ce qu'on disait au début avant de commencer. Comme ça.
Tu vois, accessible, on est là, on est simple, on parle vrai, c'est authentique. Et ça, on en a vraiment, vraiment besoin. Les auditrices qui nous écoutent en ont vraiment besoin. C'est ça qui inspire vraiment. Parce que tu sais, de voir juste la page Instagram de la fille avec des millions d'abonnés, c'est trop loin de leur réalité, tu vois. Donc là... Et c'est vrai que surtout dans ce domaine d'activité qui est soit l'influence, soit l'entrepreneuriat, on s'en fait toujours une idée finalement. Et une image, et la réalité, elle est, je pense que tout le monde dira la même chose, elle est très loin de cette image-là. Et c'est vrai que moi, la première, finalement, est-ce que je partage toutes mes galères au quotidien ? Ben non, parce que moi j'ai envie d'apporter de la motivation, du bonheur aux gens. Et personnellement, j'aime pas regarder des gens qui se plaignent toute la journée. Ça m'intéresse pas. Donc moi, la première, je suis pas forcément là à le raconter toute la journée sur mes réseaux, alors qu'il y a tellement à dire et que c'est tellement plus finalement complexe et profond que ce qu'on s'imagine, quoi. Mais tellement. Et c'est beau de dire, bah non, mais en fait, j'ai galéré pendant 10 ans et j'ai bossé comme une tarée et je suis restée disciplinée. Et aujourd'hui, tu vois, t'as une structure de ton quotidien, tu te lèves tôt, tu te couches tôt. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas wouhou, je mets une photo de moi et j'ai 800 000 abonnés, tu vois, c'est du travail en fait. C'est de la réflexion, c'est de ouais, je sais pas, c'est un parcours de guerrière, quoi. Enfin, oui, totalement. Et c'est vrai que c'est bien aussi de le montrer aux personnes pour qu'elles puissent s'attendre aussi à ce qui les attend si elles se lancent là-dedans. Je pense qu'il faut être déterminé quand on a envie d'entreprendre et faut pas se voiler la face là-dessus. C'est du bonheur, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. Et faut juste que ça s'équilibre et que le bonheur l'emporte sur les sacrifices. Complètement. Et comme je dis souvent dans la vie, tout est une question de priorité. Voilà. C'est vrai. Et là, c'est encore le cas, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais d'ailleurs ? Tu peux peut-être regarder la caméra centrale, et dire à nos auditrices, tu vois, quelques petits conseils, justement, pour toutes celles, tu le disais tout à l'heure, le plus dur, c'est de se lancer. Quel conseil, au pluriel ou au singulier, tu leur donnerais justement pour les aider à passer cette étape qui semble être un espèce de mur incassable ? Il faut pas forcément avoir l'idée qui va être révolutionnaire, le principe que personne n'a jamais fait, se dire oh là là, mais j'ai mon idée, moi je l'adore, mais est-ce que ça va plaire ? Finalement, je pense que le succès d'un projet, ça réside aussi dans la passion qu'on y met et l'envie. Et aujourd'hui, déjà, ne serait-ce qu'en faisant les choses bien et en les faisant à fond, on a déjà beaucoup de chance de le faire mieux que les autres. Et ça, c'est hyper important. C'est notre exemple. Par exemple, Trends What It propose des programmes, des cours, etc. Mais si tu vas sur YouTube, finalement, des cours en ligne, t'en as plein. T'es pas obligé de payer pour faire une séance en ligne. Pour autant, si elle est mieux que les autres, les gens paieront pour la faire. Donc vraiment penser à faire ces choses, son projet à fond, à se donner vraiment à 100% et à le faire du mieux possible. Et évidemment, croire en son projet, c'est un peu la clé de la réussite. Donc ne pas forcément toujours attendre d'avoir l'idée révolutionnaire pour se lancer. Mais complètement. Et je rajouterais, merci pour ces conseils-là, que croire en son projet, c'est aussi une certaine manière de croire en soi. Et après, tu crées un cercle vertueux. Tu crois en ton projet, tu crois en toi, tu te prouves que tu es capable de, et du coup, ça rajoute de la confiance en soi, etc. C'est aussi un chemin de développement personnel, l'entrepreneuriat. Totalement. C'est très, très vrai ce que tu dis. Ouais. Et ça aide pour toutes ces femmes qui n'ont justement pas confiance en elles même dans pour se lancer. Dans ta vie personnelle, ça a un impact bien au-delà de ta vie professionnelle. Ouais. Complètement. Complètement. Merci beaucoup, Sissi. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ton temps. C'était vraiment très, très chouette. Et merci pour tout la générosité des informations que tu as partagées, cette authenticité dont on parle. Franchement, merci beaucoup, Sissi. Avec plaisir. Et les filles, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur YouTube, 5 étoiles sur les chaînes d'écoute, Spotify, ce que vous voulez, Apple Podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute et on se retrouve mardi prochain. Salut Sissi. Salut.